Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Vous connaissez les spectacles Le retour de nos idoles? Eh bien, nous, c'est le concept Le retour de nos chroniqueurs. Parce que pour une deuxième saison, on va parcourir des questions de droit et société avec l'avocat et docteur en droit, Frédéric Bérard. Vous connaissez son style, son champ d'expertise, ses chevaux de bataille. Il est de retour dans une nouvelle case horaire, celle du 8h15, 8h20. Officiellement, bonjour Frédéric Bérard. Bien, officiellement, bonjour, Frédéric Tremblay. Je vois que vous avez conservé ma chanson d'introduction. Là, j'en suis ravi. Oui, et on aura, ça, on a précisé, de nouvelles chansons thèmes, de nouvelles musiques en enrobage sonore dès la semaine prochaine, mais avec la belle voix qui présente Frédéric Bérard. Très heureux de te retrouver encore une fois pour une deuxième saison, Frédéric. Très réciproque, mon ami. Bon, et ça tombe bien, on a une belle campagne électorale à se mettre sous la dent. On est à l'aube de la campagne, ce sera déclenché le 28 août prochain. J'aimerais qu'on parle encore de loi électorale parce qu'on l'avait fait avec toi lorsqu'il a été question de la campagne fédérale. Mais une question anodine, lorsqu'il y a des élections au Québec, est-ce que on parle de compétences 100% provinciales ou le fédéral Ottawa a un peu son mot à dire dans tout ce qui gère la loi électorale? En fait, c'est une compétence qui est effectivement 100% provinciale. Ça ne fait nul doute. Hein. Comme Québec a sa loi électorale, comme Ottawa sa loi électorale, comme toutes les autres provinces ont des lois électorales qui leur sont propres. Par contre, une petite réserve, ta question est pertinente. Notre loi, donc au Québec, notre loi électorale, est aussi évidemment assujettie à notre charte québécoise, mais elle est aussi également assujettie à la charte canadienne. Par exemple, la charte canadienne vous dit que il doit y avoir des élections. En fait, le Parlement doit être dissous à chaque 5 ans. Et puis il y a certaines garanties là, pour les électeurs, là, des articles 3 à 5 de la charte canadienne. Donc, tant et aussi longtemps que la loi québécoise sur les élections respecte la charte canadienne, oui, on peut dire que la juridiction est 100% provinciale. Et au Québec, on a des élections à date fixe depuis peu, mais ça ne veut pas dire nécessairement déclenchement de la campagne électorale à une journée fixe. Pourquoi est-ce que c'est pas déterminé? Ça, je dirais que c'est peut-être l'une des l'un des problèmes, hein, ou l'une des incongruités, tiens, disons ça comme ça, de cette même loi à cette étape-ci. Pourquoi? Ben parce que il va y avoir une date fixe pour chacune des élections, mais le premier ministre, en l'occurrence ici François Legault, conserve une discrétion, conserve même un certain arbitraire quant au choix de la date du déclenchement. Pourquoi qu'on avait, et de là l'ironie, pourquoi qu'on avait décidé d'avoir des dates fixes, Frédéric, tu t'en souviens? C'est justement que, dans le cas contraire, ça donnait beaucoup trop de pouvoir dans les mains du premier ministre qui choisissait là, comme ça quand est-ce que l'élection allait avoir lieu. C'était la même chose au fédéral à l'époque. On s'en rappelle, hein, la vieille blague avec Jean Chrétien, quand les journalistes lui demandaient « Ça va être quand l'élection, M. Chrétien? Quand est-ce que vous allez déclencher l'élection, M. Chrétien? » Et Chrétien répondait tout le temps « Vous avez juste à demander à ma femme Aline. » Donc, en d'autres termes, c'est moi qui décide. En fait, c'est pas moi, c'est ma femme. Donc, il y a une discrétion qu'on complète et on a voulu la limiter. Mais dans la loi québécoise, de ce fait-là, si tu permets quand même au premier ministre de déterminer la date du lancement de l'élection, il conserve de ce fait-là une discrétion qui est peut-être pas appropriée. Mais est-ce qu'il aurait été possible d'avoir une date fixe de lancement de campagne électorale? Exemple, si on sait que c'est le 3 octobre, est-ce qu'on aurait pu dire, exemple, mais on recule, on aura toujours des campagnes de 30 ou 35 jours, par exemple? Ben absolument, et je pense très personnellement que ce serait la meilleure des choses, hein, exactement comme tu viens de dire. Ben, une campagne électorale au Québec, c'est 35 jours. La date des élections, c'est telle date, et par définition, ben on recule de 35 jours, et voici quand les élections sont déclenchées, et ça finit là. Est-ce que c'est compliqué jouer dans la loi électorale? Parce qu'imaginons qu'on aurait établi ça, on a des règles claires pour ce qui est des dépenses, des règles pendant la campagne. C'est un peu moins clair avant la campagne. Il y a beaucoup de zones grises et certains partis en profitent. Est-ce que c'est compliqué jouer dans les détails, modifier une loi électorale? J'ai un peu expliqué tout à l'heure. Hein. Une loi électorale, ça demeure ce qu'on appelle une loi qui est ordinaire. C'est quoi une loi ordinaire? C'est elle qui est au plus bas de la hiérarchie constitutionnelle. C'est une loi toute simple qui peut être modifiée sur un simple vote à l'Assemblée nationale en claquant des doigts. Merci et bonsoir. Donc ça, pour modifier une loi du genre, c'est tout simple aussi, sous réserve, par contre, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des chartes, la charte québécoise et la charte canadienne. Une fois qu'on a dit ça, pour répondre au deuxième volet de ta question, est-ce qu'il y a des trous actuellement dans la loi? Oui. Et là, ça commence, moi, je te dirais, à me chatouiller tout ça.
parce que il y a, soyons clairs, une violation non pas de la lettre de la loi, c'est-à-dire non pas de ce qui est écrit dans la loi, mais il y a une violation, par contre, de l'esprit de la loi. Regardez toutes les publicités cet été sur les médias sociaux des députés caquistes ou des autres candidats caquistes. Je veux dire, on a été inondés, c'est épouvantable. Si tu faisais l'erreur de cliquer sur une avec les algorithmes de Facebook, t'allais être bombardé pour la semaine. Et je te dirais que c'est mon cas. Alors, est-ce que ces publicités-là préélectorales violent l'idée même de l'interdiction ou en fait d'un contrôle certain des dépenses? Moi, je pense que oui. Et là-dessus, franchement, disons-le honnêtement, la CAQ particulièrement joue très clairement sur la ligne. Et on a l'impression, Frédéric Bérard, que lorsque des politiciens, surtout dans l'opposition, aspirent au pouvoir, ils n'arrêtent pas de nous promettre on va revoir la loi, on va, exemple, on se rappellera au fédéral, on va changer le mode de scrutin. Et finalement, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, lorsqu'ils goûtent à ça, le discours change. Finalement, on se demande, est-ce qu'on devrait appliquer le gros bon sens ou ça prend vraiment du courage politique pour mettre son pied à terre? Ça, c'est... écoute, il y a un parallèle à faire entre ce que tu viens de dire et on s'en souvient à la réforme sur le scrutin proportionnel. On en a déjà parlé ensemble à l'époque. Pas tous les partis, mais plusieurs partis, lorsqu'ils finissent toujours deuxième ou troisième, promettent le scrutin proportionnel et dès qu'ils sont au pouvoir, on oublie ça. Ça a été le cas du Parti québécois de René Lévesque, ça a été le cas de François Legault et sa CAQ, ça a été le cas de Justin Trudeau à Ottawa. Dans ce cas-ci, par contre, sur des modifications de la loi électorale, moi, je dirais que le plus bel électrochoc qu'on a reçu à l'époque, c'était grâce à René Lévesque et le Parti québécois lors de son premier mandat en 1976, lorsqu'il avait limité notamment les contributions. Et je vais lancer une fleur aussi à Bernard Drinville, hein, ils n'ont pas été là très longtemps, le Parti québécois de Pauline Marois en 2012, mais quand même, il a eu le temps de modifier la loi, de resserrer encore quelques vis et d'adopter certaines directives par rapport au vote sur les campus et ainsi de suite. Donc ça, là-dessus, franchement, bravo. En d'autres termes, est-ce que ça prend un certain courage? Oui. Mais est-ce qu'en même temps, c'est la fin du monde? Non, je pense pas. Contrairement peut-être à la mécanique du scrutin proportionnel qui, lui, vise pratiquement à faire perdre le parti qui vient de remporter le pouvoir. Alors, un gros party qui va commencer dimanche pour les 35 prochains jours pour les amateurs de campagne électorale. J'aimerais qu'on termine avec une note un peu plus dramatique, sobre, parce qu'on souligne aujourd'hui les 6 mois de la guerre en Ukraine et ça tombe en plein sur la journée de l'indépendance, la fête nationale là-bas en Ukraine. Est-ce qu'on doit être étonné de voir ce conflit s'enliser, perdurer? Écoute, moi je suis surpris. On s'en souvient à l'époque... on en avait parlé ensemble aussi, là, ça a ébranlé le monde. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on en parle à peu près plus, puis c'est pour ça que je te remercie d'en reparler ce matin. Est-ce qu'on est surpris? Moi, je le suis, honnêtement, parce qu'à l'époque, je m'attendais très clairement à ce que les Russes parviennent à leur fin là, assez rapidement. On voit que la résistance ukrainienne les a surpris, ça c'est assez évident. Et ce qui est évident aussi maintenant, quand tu regardes les nouvelles, et puis moi, je devais partir pour l'Ukraine, en fait, cet été. Là, j'ai dû rester pour des raisons personnelles, mais j'ai parlé à beaucoup de gens là-bas, dont des fixeurs, qui me racontaient que c'est possible que l'Ukraine remporte la victoire, notamment du fait qu'il commence à y avoir de la dissension importante en Russie. Il y a un bras droit de Vladimir Poutine qui a été assassiné il y a de ça quelques jours dans une voiture, une attaque à la bombe. C'est sa fille, donc, en fait, qui a été... la fille de M. Dagouin qui a été assassinée, oui. Oui, c'est vrai. Oui, pardon, c'est vrai. Et puis là, on voit qu'il y a un message qui est envoyé, oui, tu as raison. Un message qui est envoyé qui est très fort ici. Et certains experts, évidemment, des experts russes notamment, entre autres, disent, cette dissension-là, elle est également présente dans la population. Alors là, qu'est-ce qui va rester à faire dans ce cadre-ci pour Poutine? C'est perdre la face et reculer ou y aller pour un grand coup. On verra. Plein d'analyses là-dessus aussi et on s'est souligné aujourd'hui, mais j'espère encore une fois qu'on n'atteindra pas le 1 an de cette guerre qui fait tellement de dommages, de morts et de drames partout là-bas en Europe et en Ukraine surtout. Frédéric Bérard, très heureux de te retrouver. On se reparle comme ça tous les mercredis, donc rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir et salutations à tout ton auditoire de ta belle région. Ils sont salués. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Correction, c'est Alexandre Douguin, sa fille Douguina, qui a été assassinée un peu plus tôt cette semaine.